Bienvenue à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette troisième table ronde de la journée où nous nous interrogerons sur la manière dont on peut promouvoir l'égalité professionnelle dans le secteur culturel. Table ronde qui sera animée par Aliette Delalleux, journaliste spécialisée en musique classique et chroniqueuse à France Musique. Vous publiez en ce début d'année « Et si Mozart était une femme » aux éditions Stock. Et comme à chaque fois, je vous invite dans le public à être attentif et à prendre des notes puisque vous aurez un temps de questions à la fin de la table ronde. Merci à tous. Aliette, je te laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous interroger sur comment promouvoir l'égalité professionnelle dans le secteur culturel. Il y a une tendance à dire que la culture est un petit peu au-dessus de tout ça, elle n'a pas de genre, que l'art, la musique adoucit les mœurs, que l'art en effet n'a pas de problème de discrimination. Et quand on tend un petit peu l'oreille, quand on regarde surtout les chiffres qui sont frappants, il y a un constat, c'est que non, le monde de l'art et le monde de la culture ne reposent pas toujours sur des valeurs universelles, sans frontières, sans discrimination. Au contraire, c'est un monde qui a pris beaucoup de retard, le monde culturel, sur ce constat. Et donc, il faut regarder, notamment à travers les dernières crises que subit le monde, comment le monde culturel essaye de poursuivre cette réflexion et comment est-ce qu'on peut trouver surtout des outils pour réfléchir à ces sujets-là et des outils pour lutter contre les inégalités, notamment entre les femmes et les hommes. Alors pour parler de ce sujet, autour de la table, je vais faire une brève présentation de nos intervenantes et de notre intervenant. On va donc commencer à ma gauche par Hélène Périvier, qui est économiste, vous êtes économiste, à l'Observatoire français des conjonctures économiques de Sciences Po. Vous dirigez un programme Présage, programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Votre travail s'intéresse aux politiques sociales, marché du travail, la famille et les inégalités entre les femmes et les hommes. Et à l'automne 2020, vous publiez un ouvrage, L'économie féministe. En plus, en ce moment, vous êtes en train de travailler sur un projet qui s'appelle l'ANR Prodige, un projet de recherche sur les discriminations, les orchestres et le genre, en collaboration avec une musicologue, Hyacinthe Ravet. Nous avons ensuite Pedro Penim, qui est directeur du Théâtre National Dona Maria à Lisbonne. Vous êtes aussi metteur en scène, acteur, dramaturge, né à Lisbonne, portugais. Et puis, vous avez fondé un collectif, Teatro Praga, excusez mon accent portugais qui n'existe pas, une compagnie emblématique de la création théâtrale portugaise contemporaine, avec notamment beaucoup de créations, des versions contemporaines d'auteurs classiques, et puis un théâtre aussi pour les enfants. Ensuite, nous avons Mélanie Alétru, diplômée de Sciences Po et de l'IAE de Grenoble. Vous avez commencé à vous intéresser au développement social, territorial, l'éducation populaire. C'est après que vous avez commencé à prendre un tournant plutôt vers le monde de la culture, notamment au Nombril du Monde, qui est un projet culturel en milieu rural. Et puis vous avez rejoint aussi en tant que coordinatrice générale la Bobine, qui est un lieu pluridisciplinaire, participatif à Grenoble. Et puis enfin, depuis 2009, vous êtes à la codirection d'un projet artistique et culturel dans un lieu qui s'appelle le Shabada, qui est une SMAC, donc la scène des musiques actuelles. Et vous faites aussi partie du bureau exécutif de la Fedelima et notamment d'un programme de mentorat qui s'appelle le WA. Voilà, donc vous raconterez aussi peut-être qu'est-ce que vous faites en tant que mentor. Ensuite, nous avons Barbara, qui est ici, Barbara Gessler, qui a travaillé au Parlement européen, qui a travaillé aussi à la Commission européenne. Vous avez été conseillère, notamment ensuite conseillère au regroupement des organisations culturelles allemandes sur le thème des affaires européennes. Vous êtes entrée à Bruxelles pour prendre la direction de la section presse du Comité économique et social européen. Et puis vous avez dirigé la section culturelle de l'Agence exécutive éducation audiovisuelle et culture. Et depuis 2017, vous êtes responsable du sous-programme culturel Europe Créative, qui est dédié au secteur culturel créatif audiovisuel, un programme dédié, donc un budget dédié à la culture en Europe. Et puis enfin, nous avons Irena Karpa, qui est écrivaine, chanteuse, journaliste, scénariste ukrainienne, une figure dans la communauté ukrainienne et active notamment pendant les dernières révolutions et conflits en 2014. Vous avez été première secrétaire chargée des affaires culturelles à l'ambassade d'Ukraine en France et vous êtes aussi militante anti-corruption, anti-patriarcat et vous alertez sur les dangers de la guerre. Alors, avant de laisser peut-être parler tous les intervenantes et les intervenants sur notre sujet. Irena Karpa, bon, la situation en Ukraine voilà, me fait tendre tout de suite la parole vers vous.
Est-ce que vous pourriez peut-être faire déjà un point sur la situation en Ukraine, mais c'est surtout aussi une réaction peut-être par rapport, je pensais, aux institutions culturelles qui ont proposé assez rapidement d'accueillir des artistes ukrainiens et ukrainiennes en Europe. Peut-être réagir déjà sur ça, et puis après on fera un tour des intervenantes et intervenants. Oui, merci beaucoup. Bonsoir ou bonjour. Oui, donc on pense que c'est déjà la nuit. Oui, je voulais en fait citer tout d'abord quelques noms qui sont connus normalement par la grande public européenne et juste dire de leur provenance. Donc Sonia Delaunay, elle est née par exemple à côté de Kremenchuk. Prokofiev, c'est l'originaire de Donbass. Serge Leffart, qui est connu, tous ceux qui s'intéressent à la danse, et pas que ceux, il est de Kiev. Maman de Serge Gainsbourg, elle est née à Odessa, voilà. Et Ilya Repin, il est né à la région de Kharkiv, c'est la même petite ville où est née ma mère, Tchouhouïv. Et aujourd'hui, en fait, les gens qui travaillent dans le musée d'art de Kharkiv, ils sont en train de sauver ces Cosaques qui écrivent la lettre au sultan de Turquie. Parce que hier soir, le musée des Beaux-Arts de Kharkiv était bombardé par l'armée russe. Heureusement, là, pour le moment, les œuvres sont intactes, mais bien sûr, il y a le risque que le changement de température, ça, c'est hyper dangereux. Donc, les collaborateurs du musée, ils demandent tous les bénévoles de venir à la sécurité, d'envelopper, d'entourer ces tableaux, de les protéger. Et par exemple, à Lviv, il y a encore le bon moment pour ça. Les gens dans les rues, ils entourent les statues, ils les couvrent au cas de bombardement. Ils enlèvent les vieilles sculptures des églises pour les mettre à l'abri, mais là, ils ont un peu de temps. En gros, le problème, c'est que personne n'a dit qu'est-ce qu'il faut faire en cas de bombardement. On n'a pas accepté ça. Il y avait une toute petite brochure en 2014 de USAID qui disait qu'est-ce qu'il faut faire en cas pareil. Mais normalement, donc, il faut évacuer les femmes, les personnes âgées et les œuvres d'art, bien sûr, tout d'abord. Et parce que déjà à Kiev, on a des monuments de UNESCO, le patrimoine de UNESCO comme Sainte-Sophie, comme la Laure Kievo-Pecherska, et normalement les organisations comme Bouclier Bleu et UNESCO doivent s'intervenir. Et le problème est que, en parlant des femmes et de la culture, que la plupart des conservatrices de musées sont vraiment les vieilles mamies inoffensives qui s'occupent de leur famille aussi et qui s'occupent de ces œuvres d'art. Donc, au moment de crise, elles doivent choisir, est-ce que je m'occupe de ma famille ou est-ce que je m'occupe de l'art dont je suis responsable ? Et donc, il y a vraiment maintenant tout un tas de musées à Kharkiv, à Mariupol, qui sont en danger, qui sont sous le risque énorme, sous les bombes des envahisseurs russes. Et donc, on a vraiment, tous ces gens, ils sont en train de cacher, de protéger les fonds. Et donc, on a vraiment besoin de soutien de travailleurs de musées, par d'autres, par la communauté des conservateurs, des gens qui sont responsables d'art dans l'Europe. Il y a une anecdote parfaite. En 1941, Staline était en train d'exploser la Sainte-Sophie. Donc là, c'est la grande cathédrale, presque de 1000 ans. Et c'était pour ne pas laisser Hitler prendre Kiev avec ce monument historique. Et en ce moment, c'était la communauté française qui a fait la protection, qui s'est intervenue. Et donc, c'est comme ça. C'est grâce à l'action de la communauté française, des conservateurs, des connaisseurs d'art, que nous gardons toujours cet immense monument historique. Et après, il y a des initiatives qui étaient lancées par les artistes comme Artists Support Ukraine. Et c'est tout d'abord les femmes qui ont fait la réponse à ça. Donc les femmes tout autour du monde. Donc Artists Support Ukraine, si vous pouvez googler. Donc là, nous avons discuté que les hommes ne sont pas autorisés de quitter le pays pour le moment. Les hommes entre 18 ans et 60 ans. Et donc les hommes sont là-bas, sont en Ukraine, sont censés... Et les femmes d'ailleurs aussi. Les femmes qui
mais les femmes, c'est par leur choix et les hommes sont un peu obligés. Et voilà. Et donc, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, c'est très important d'avoir le soutien de la Commission européenne. Après, Madame la ministre aussi qui nous assure qu'elle va nous recevoir, nous les artistes ukrainiens, parce qu'on va développer les projets. Déjà, comment on peut soutenir les artistes, notamment les femmes, les artistes, parce que la plupart, bon, ce sont les femmes qui fuient, à part peut-être l'Opéra national de Kiev qui était en Europe pour ce moment. Donc là, hier, ils ont eu le spectacle au théâtre de Châtelet et c'est l'Opéra de Paris qui va les héberger, qui va leur donner l'endroit pour répéter, les endroits voilà, pour faire les concerts. Après, il y a le théâtre d'Arc qui est évacué, donc Dark Daughters et Dacha Bracha. Il y a des projets comme Ready to Show Exhibition. Genre ça, c'est le projet qui laisse imprimer l'exposition des œuvres ukrainiennes. On peut les exhiber à n'importe quel endroit. Et bien sûr qu'on va travailler tout ça. C'est le tout début. Il faut faire les gros projets. Mais là, ce que Madame la ministre a dit, que les résidences artistiques sont prêtes à héberger les artistes ukrainiennes. Et il faut toujours, on a besoin vraiment de développer la plateforme qui permettra de leur trouver l'emploi pour ne pas s'arrêter dans la création artistique. Et nous, on a de quoi proposer. S'il y a le trou, s'il y a les artistes russes pro-Poutine qui sont virés, on a pas mal de capacités de remplacer ça. On a le ballet, on a la musique classique, on a la musique contemporaine, la littérature, la peinture, les industries de mode créative. Donc c'est le moment que l'Ukraine soit visible à tous les niveaux. Et surtout le soft power, donc le niveau culturel. Merci beaucoup, Irina Karpa. On va donc faire un petit tour de table des intervenants pour commencer un peu à poser les bases de notre discussion et peut-être avoir une idée d'une forme de constat de où on en est quand on parle d'égalité professionnelle dans le domaine culturel. Je vais me tourner vers vous, Hélène Périvier, parce que vous avez un point de vue peut-être plus large, plus global sur ce sujet-là, notamment juste peut-être parler d'égalité professionnelle dans le monde du travail, parce que quand on parle de domaine culturel, c'est le monde du travail. Tout à fait, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici avec vous et de participer à cette table ronde, même si je ne suis pas spécialiste stricto sensu du domaine culturel. Je travaille sur les inégalités professionnelles en général. Et c'est vrai que ce qu'on constate dans tous les pays à haut revenu et les pays européens, c'est de grandes inégalités sur le marché du travail. Les femmes, d'abord, participent moins au marché du travail que les hommes, donc elles ont moins d'émancipation économique. Elles sont plus souvent à temps partiel que les hommes, en particulier le temps partiel subi ou du temps partiel pour raison familiale. On a toujours une forme de ségrégation professionnelle horizontale et verticale. Horizontale, c'est-à-dire que les femmes sont surreprésentées dans certains métiers et les hommes dans d'autres. Et il se trouve que les métiers dans lesquels les femmes sont surreprésentées sont plutôt moins valorisés, moins rémunérateurs que ceux dans lesquels les hommes sont majoritaires. Une ségrégation verticale aussi, c'est-à-dire un plafond de verre, et là je pense qu'on va en reparler, c'est-à-dire que les femmes sont sous-représentées dans les lieux de pouvoir, et ça vaut pour les lieux de pouvoir économiques, mais aussi politiques et culturels, ça je pense qu'on va revenir dessus. C'est quelque chose qui est très marquant et très difficile à contrer. Et puis bien sûr, en bout de course, des inégalités de salaire qui persistent, et dans des pays riches, on a des inégalités qui sont, par exemple en France, autour de 25% d'écart de salaire. Donc une grosse partie s'explique par le temps de travail, mais pas seulement, aussi par ces effets de ségrégation. Et évidemment, quelque chose qui reste extrêmement important, c'est des phénomènes de discrimination, c'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, une femme peut être moins rémunérée qu'un homme ou peut avoir moins de chances d'accéder à un poste à responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui, bien que étant interdit par la loi, reste encore important dans des pays comme la France ou l'ensemble des pays européens. Donc je trace à très gros traits ce tableau du marché du travail, juste pour vous dire que lorsqu'on regarde le secteur culturel, il n'échappe pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à toutes ces caractéristiques-là. On y retrouve du plafond de verre, de la ségrégation de l'emploi, de la discrimination, du temps partiel, des contrats plus courts pour les femmes. Et donc, voilà, il n'échappe pas à cette donnée-là.
Alors peut-être ce que je peux mentionner pour ouvrir le débat sur ce secteur culturel en particulier, du point de vue de la recherche, il y a des travaux assez nombreux qui sont faits pour essayer de comprendre les mécanismes discriminatoires et inégalitaires à l'œuvre dans le secteur culturel. Je voudrais mentionner, donc vous l'avez dit, mais une ANR, enfin, un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche que je conduis avec Yacine Cravé, Regina Atsipetrou, Audrey Etienne et Maxime Parodi, sur lequel nous essayons de regarder dans le recrutement des musiciens et musiciennes dans les orchestres symphoniques quel est le rôle de l'utilisation du paravent, donc des auditions à l'aveugle qui doivent permettre en tout cas de limiter un certain nombre de biais discriminatoires au moment de l'embauche. Je ne peux pas vous livrer de résultats à ce stade puisque l'ANR n'est pas complètement terminée. Néanmoins, nous avons construit une très grosse base de données grâce à la collaboration avec plus de 14 orchestres et donc dans quelques mois, nous serons en mesure d'avoir une vision quantitative assez claire de ce qui se passe dans les recrutements sur ce secteur-là tout à fait précis des orchestres symphoniques. Et puis, je voulais mentionner un rapport tout à fait récent qui vient de sortir, qui vient tout juste, donc que j'ai reçu il y a 2 jours, donc que j'ai commencé à lire avec beaucoup d'intérêt, le genre des carrières inégalités dans l'administration culturelle, puisque ce qui se passe dans le secteur de la culture, ce n'est pas seulement au sein des professions culturelles et artistiques stricto sensu, mais il y a aussi beaucoup d'inégalités professionnelles au sein de l'administration. Et donc ce rapport qui a été réalisé par Alban Jacquemart, Marion Charpenel, Marion Desmonté, Regina Atsipetrou et Catherine Marie fait un état des lieux sur cette administration culturelle pour le cas de la France et montre quels sont les freins aux carrières des femmes et à l'égalité plus généralement dans ce secteur-là. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour mieux comprendre les spécificités de ce secteur, mais il y a aussi beaucoup de choses très communes avec ce que l'on peut observer sur le marché du travail en général. Et donc encore une fois, les phénomènes discriminatoires de plafond de verre et d'inégalité professionnelle sont des choses que nous observons dans ce secteur culturel particulièrement. Merci. On verra en effet comment tout est lié, à savoir que dans l'administration, mais aussi dans les institutions et sur scène, au final, c'est la même chose que l'on recherche. Et on va voir en effet le lien entre tous ces lieux. Peut-être donc Pedro Penim, votre regard sur ce sujet en tant que directeur d'une institution culturelle. Oui, bien sûr. Je vous remercie cette invitation. J'étais encouragé de parler en portugais, donc je vous invite à mettre les coups. Et j'ouvre mon ordinateur pour lire mon texte. Alors, mudo para português. Donc en portugais. En tant que directeur d'un théâtre national portugais, je pense qu'il faut promouvoir la justice et il faut reconnaître que les inégalités de genre et de diversité sont un facteur inhérent au théâtre. Il existe des inégalités structurelles, internalisées, et le combat est loin d'être terminé. Le théâtre national que je dirige s'efforce de lutter contre ces inégalités, mais nous sommes encore bien loin du compte. Moi-même, qui ai récemment été nommé à mon poste et qui appartient à un groupe dominant, j'appartiens donc à ce groupe dominant. Je suis cis, je suis un homme, je n'ai pas de handicap. Donc, ça montre bien ce que j'essaye de vous dire. Quand on parle d'inégalité et de diversité, ou justement leur absence, il faut prendre en compte plusieurs aspects fondamentaux. Tout d'abord, l'égalité au sein du groupe de personnes qui créent l'art. Deuxièmement, la diversité de ceux et de ce qui est représenté à travers ces travaux artistiques. Et enfin, très important, la représentativité à des postes de pouvoir, surtout dans les organes de gestion. De manière générale, je dirais que les institutions générales manquent à l'appel dans ces 3 aspects.
de manière assez constante. Et je peux également dire que malgré mon poste, ma position de pouvoir, 2 femmes et un autre homme font partie du groupe de gestion. Nous sommes tous blancs, nous sommes tous cis, c'est indéniable. Je peux également dire qu'au sein du théâtre que je dirige, nous nous efforçons tous les jours de combattre cette réalité. Mais je n'essaie pas ici de nous lancer des fleurs. Je sais qu'il existe une manière théorique d'approcher les choses qui est très importante, mais il faut également de la pratique, il faut passer à l'acte. Et pour moi, traduire ces mots en actes, c'est quelque chose qui est important, mais une grande partie de la société ne s'y intéresse pas vraiment. Et c'est pourtant pour moi ce qui est central. À mon sens, donc c'est le point important. Je suis en poste depuis 4 mois et je sais qu'un de mes plus grands objectifs dans cette nouvelle fonction sera de créer une réalité structurelle pour ce théâtre, pour essayer d'accomplir un sentiment de justice qui s'inscrira donc dans une réalité avec, je l'espère, une continuité avec ceux qui me succéderont. J'espère garantir tout de même aussi la liberté artistique et la démocratie au sein de cette liberté artistique. Et j'espère que cette demande de justice dans la production théâtrale ne va pas interférer avec la liberté créative des artistes, parce que c'est également quelque chose d'important. Et j'imagine qu'on va en parler plus longuement au sein de nos échanges. Ensuite, donc, il y a l'accès aux postes de pouvoir, au financement, et pas seulement au petit financement. Le fait aussi de ne pas s'enfermer dans des stéréotypes, garantir la liberté d'expression en dehors des voix blanches et ethnocentrées. Il faut également une diversification aux postes de pouvoir qui sera indéniablement une avancée, que ce soit en termes structurels ou thématiques. L'égalité, la pertinence et le sentiment d'appartenance de nos institutions culturelles dépendent complètement d'un besoin d'ouverture. Je le sens. L'histoire nous appelle. Et nous ne pouvons pas l'ignorer, parce que l'histoire frappe à notre porte. Et nous ne pouvons ignorer ce bruit. Ce bruit est de plus en plus fracassant. Nos institutions culturelles doivent écouter ce qui se passe, donner une voix aux minorités émergentes, aux artistes émergents, de toute raison, aussi s'inquiéter de la situation climatique et également de la situation de guerre que nous connaissons actuellement. Il y a une programmatrice que j'admire beaucoup du Australian Theatre Forum. Elle disait que nous créons des festivals, nous créons des centres d'art artistique. Et nous devons le faire dans les meilleures conditions possibles. Mais ces dernières années, ces institutions sont devenues de plus en plus rouillées. Elles devaient normalement servir les artistes et les communautés. Et parfois, ces derniers se sont très bien organisés afin de répondre aux besoins spécifiques et aux besoins des œuvres d'art de notre époque. Mais nous devons reconsidérer
de toute urgence les rôles de ces festivals, de ces institutions. Nous avons besoin d'institutions plus souples qui puissent fonctionner et tourner au regard de ces problèmes. Merci. Merci beaucoup. Je vais tout de suite laisser la parole à Mélanie Alétru, peut-être même pour réagir aussi sur ce que dit Pedro, parce que voilà, en tant que directrice aussi d'une institution culturelle plus centrée sur la musique, j'imagine qu'il y a des choses qui résonnent. Oui, évidemment, parce que on a aussi l'envie, enfin, je pense que l'objectif, cette idée-là de se dire que la culture, en fait, est concernée par des problématiques de société et de la manière dont on les fait rentrer dans nos projets, c'est quelque chose sur lequel je me retrouve bien, sur lequel nous, on est en train de travailler en l'occurrence aussi. Et puis cette question d'égalité, de justice, de prendre en considération ces enjeux-là dans notre manière de penser en fait les projets artistiques. Je la trouve essentielle de trouver en fait de prendre en considération à la fois la nécessité des expressions, la liberté d'expression, le respect de ça, tout en étant attentif à la diversité et à la représentation en fait des minorités. Enfin, ça, je trouve que c'est un point hyper intéressant et surtout essentiel si à un moment donné on veut avancer. Pour ma part, en tout cas, si je me permets du coup de rebondir à la fois et puis de compléter ou d'aller un petit peu plus loin sur nos approches à nous, sur les musiques, en l'occurrence sur les musiques actuelles, la problématique est arrivée, en tout cas en France, depuis de nombreuses années, mais surtout très fortement depuis 2017, je pense d'une façon générale d'ailleurs dans le champ culturel, puisqu'on a le MeToo qui a été une bombe à retardement, mais une bombe, sans aucun doute, et qui a obligé en tout cas une prise en compte beaucoup plus forte de ces questions-là, notamment sur la question là vraiment de harcèlement ou d'agissement, de sexisme ordinaire, puisqu'on en est là. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut, enfin en tout cas moi je suis vraiment sensible à ça, de prendre en considération le côté systémique et structurel de cette réalité. C'est-à-dire que quand on travaille sur la promotion de l'égalité des genres dans la culture, c'est pas juste de travailler sur comment on amène des femmes sur des postes de responsabilité, c'est comment du coup l'ensemble du secteur se pose la question des représentations et des stéréotypes, ce que tu disais tout à l'heure, c'est les stéréotypes portés par notre propre secteur, déconstruit ça pour laisser les possibles en fait. Et pour moi c'est vraiment l'axe essentiel quand on doit travailler sur ces questions-là et quand on travaille sur la question de la promotion de l'égalité professionnelle, c'est déjà d'apprendre en fait à déconstruire. C'est pas juste de construire de nouveaux projets. On parlait de mentorat et je vais revenir sur la question de mentorat, mais si on pose en fait des projets de mentorat sans poser par ailleurs une réflexion systémique dans notre secteur, finalement on renvoie la responsabilité aux femmes de trouver en fait leur solution. Et ce qui est évidemment pas acceptable. On est tous responsables, en fait toutes et toutes responsables de cette situation. Donc sur le Shabada en l'occurrence, c'est devenu un axe essentiel du projet, donc qui s'appelle Épicène en l'occurrence, et qu'on essaie de travailler à la fois en interne mais aussi avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et si un certain nombre sont présents, on est en train de travailler notamment sur des projets de conférences ou de mise en lumière d'artistes, puisque finalement déconstruire les genres c'est quoi dans notre secteur? C'est à la fois montrer que les métiers n'ont pas de genre, c'est une première chose. C'est montrer aussi que les artistes sont aussi des femmes. Ça, c'est la logique de matrimoine, du coup, de toute cette culture qu'on a et qu'on a oubliée d'une certaine façon, qu'on ne met pas suffisamment en avant. Et c'est de montrer en fait que rien n'a un genre spécifique. Alors pour les musiques actuelles, juste pour rappel, c'est 3% de techniciennes sur nos plateaux, 17% à peu près en fait en programmation. Et le mieux qu'on ait dans l'ensemble des secteurs, c'est 20% du coup dans les postes à responsabilité. Que ça soit, alors moi sur la direction en l'occurrence on est 17%, et c'est une progression, on a gagné 5 points. Ouh 20% à peu près dans les postes des intermédiaires, donc booking, label. Et si on prend donc la dernière phase qui est hyper intéressante par contre, qui est sur les studios, donc les pratiques amateurs, on est à 11%. Et j'insiste sur celle-là parce qu'elle est hyper intéressante. À un moment donné, si on veut qu'il y ait des artistes féminines qui arrivent sur le plateau, il faut évidemment qu'il y ait déjà des pratiques amateurs et une habitude de travail en fait en collectif. Voilà les stats en fait des musiques actuelles et à partir de quoi on part. Alors, il y a une politique très volontariste actuellement, tant au niveau de l'État, alors ça c'est pour l'ensemble des secteurs, mais aussi du CNM sur ces champs-là. Et puis il y a aussi nos réseaux eux-mêmes qui ont déjà été dans les premières à interpeller sur cette question-là. Je pense à la FEDILEMA notamment, ou le SMA,
inviter fortement les structures à travailler dessus. La réalité, c'est que malgré tout, les choses se débloquent depuis 3 ou 4 ans. En effet, pour un certain nombre, on réintègre ça dans nos projets artistiques, et puis pour d'autres, au final, ça restera quelque chose qui sera plutôt de l'ordre de l'obligation. Et ce qui est intéressant, évidemment, à un moment donné, c'est que ça ne devienne pas une obligation, mais quelque chose qui soit évident, parce que on défend tous et toutes la nécessité d'une égalité ou de la même représentation, ou de la prise en compte, en tout cas, des minorités. Soit étant passant, quand on parle de minorité pour les femmes, on est quand même 50% de la population dans le monde. C'est quand même toujours très, très étonnant de parler de minorité quand on est autant représenté. Donc je reviens en fait, en tout cas, sur la manière dont à mon sens, on a à travailler sur cette question-là quand on est sur le comment. Il y a cette déconstruction, donc c'est-à-dire montrer en fait les possibles. C'est à destination autant du grand public que typiquement aussi des professionnels, des étudiantes et des étudiants, de montrer que la communication n'est pas un domaine uniquement féminin, pas plus que l'action culturelle. Et le technique, en fait, le monde du technique n'est pas automatiquement un monde masculin. Il peut être aussi quelque chose, un métier de femme. Une fois qu'on a fait ça, déconstruire aussi, évidemment, ça suppose aussi de déconstruire le regard professionnel que l'on porte sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le secteur lui-même n'est pas tendre, en fait, entre soi. Il y a une logique de réseau qui existe. Malgré tout, on est quand même sur des logiques de réseautage. Il faut être réaliste. Comment on ouvre ces réseaux, comment on facilite, en fait, la venue d'une personne, et comment on reconnaît, en fait, la prise de fonction aussi. Que ça soit pour les artistes ou pour les directions. Très clairement, enfin, ça a été, c'est un des exemples, en tout cas, qui m'a toujours un peu étonnée. Je suis en direction finalement depuis l'âge de 27 ans, dans différents secteurs certes, mais ça m'est arrivé très très régulièrement qu'on demande en fait la direction, le directeur en l'occurrence quand on est arrivé dans ma structure. Parce que ça pouvait pas être moi. 1m60, femme. C'est la représentation au fait de la question de la direction. Et ça, je trouve que c'est très important en fait de le renvoyer parce que ce sexisme-là régulier et ordinaire que l'on a, c'est aussi quelque chose qui freine énormément de vocations ou les parcours en fait dans le long terme. C'est-à-dire que c'est pas tout de dire en fait venez, on est sympa, vous pouvez venir travailler chez nous et les métiers ne sont pas genrés. Il s'agit aussi de savoir comment on accueille ces personnes-là et comment on ne renvoie pas les stéréotypes en fait auprès des femmes ou des choses comme ça. Toutes ces petites réflexions qui peuvent user, qui peuvent finalement aussi casser des vocations et des parcours professionnels. Dans les stats qui sont sortis après, en l'occurrence après le Covid, souvent ce qui a été remonté, souvent ce qu'on se dit, c'est l'organisation du temps de vie qui va être bloquant. Je ne dis pas qu'il n'est pas bloquant, c'est une réalité, nos secteurs sont quand même extrêmement contraints. Par contre, il y a une des premières raisons pour lesquelles les femmes quittent notre secteur, c'est notamment à cause du sexisme. La régularité de ce propos-là, de propos en fait sexistes qui au bout d'un moment usent tout simplement les parcours, les volontés et ainsi de suite. Lié à ça, donc l'approche structurelle qui est hyper importante, c'est-à-dire que si on veut accueillir, si on veut être sur une logique d'égalité, si on veut, quel que soit de genre, donc c'est-à-dire que si on veut être sur une logique d'inclusion, il va bien falloir qu'on se débarrasse en fait des stéréotypes qui nous collent au corps. C'est à l'échelle du champ culturel comme c'est à l'échelle de la société d'ailleurs. Et puis à partir de là, oui, on peut travailler sur comment on accompagne des femmes dans leur parcours. Donc en effet là, c'est sur les études. Il ne faut jamais oublier quand même que sur les études supérieures, il y a plus de femmes dans nos secteurs que d'hommes. Pourquoi à un moment donné, on ne les retrouve pas sur les postes de direction? Ça veut bien dire qu'à un moment donné, on a un problème sur l'accompagnement des parcours. Donc le mentorat fait partie en effet de ces propositions-là. C'est comment on lève en fait les doutes que peuvent avoir certaines femmes à aller plus loin. Il y a le plafond de verre qui est là, qui existe, qu'il ne faut pas nier, qui est une réalité, parce qu'on demande beaucoup finalement aux postes à responsabilité et que c'est finalement un frein quand on parle en fait de la compatibilité entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et il y a aussi du coup ce qu'on demande en fait à ces postes, est-ce que les personnes la manière dont les personnes s'auto-censurent. On en parlait tout à l'heure, je pense qu'on va revenir dessus. C'est qu'au final du coup, puisqu'il y a cette pression beaucoup plus forte finalement sur les femmes quand elles prennent en fait des directions, elles ont tendance à elles-mêmes s'auto-censurer sur des prises de fonction en se disant si je me plante, on va me tomber dessus. Du coup, ça fait que les parcours en fait des femmes du coup est beaucoup moins évident. En tout cas, elles osent peut-être moins y aller. Ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est comment on le débloque. Le mentorat est une solution en fait à ça. Alors, je ne le suis pas actuellement. C'était l'année dernière où j'étais en fait en mentor. Et c'est vrai que c'est des situations hyper intéressantes. On travaille véritablement sur une logique de pair. Et c'est un intérêt pour deux choses. C'est que on questionne les problématiques qu'on rencontre spécifiquement.
Parce qu'il y a des questions en fait qu'en tant que direction, on a dans tous les cas, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et puis il y a des questions spécifiques qui relèvent malheureusement, qui relèvent en fait de notre genre. Et ça, c'est le fait d'avoir vécu la même situation qui fait qu'à un moment donné, on est en capacité finalement de donner des conseils ou d'accompagner la personne dans ces situations-là. Le mentorat, ça sert vraiment à ça. Donc c'est vraiment pas sur les questions de compétences, mais du coup de permettre aux personnes de trouver les leviers pour répondre à ces situations-là et croire en leur capacité à faire des choses. Mais il y a aussi d'autres choses en fait, à regarder aussi, au-delà de ça, qui va de la composition des jurys, l'accompagnement dans tous les cas des parcours en fait, à long terme. On se retrouve là actuellement quand même sur des crises de vocation sur les postes de direction. Il va bien falloir se poser la question de comment on accompagne en fait, les futures directions de structure. Mais pour moi, les choses sont vraiment attachées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'une sans faire l'autre. On est obligé, et il faut absolument que le secteur culturel se pose des questions sur les stéréotypes qu'il porte et l'approche genrée qu'il peut avoir sur certaines questions pour pouvoir envisager derrière de travailler véritablement sur l'arrivée de femmes ou de personnes, parce qu'en fait on parle de personnes dans ce secteur et qu'elles soient considérées de la même façon. Oui, c'est pas un changement qu'il faut instaurer, c'est vraiment des changements, des micro-changements dans absolument tous les secteurs et sur scène et hors scène pour qu'il y ait vraiment une vraie révolution, en tout cas une vraie... La question de l'exemplarité est essentielle, très clairement. Je sais qu'on s'est donné un objectif et c'est pour le coup pour moi il faut être proactif sur ces questions-là. C'est qu'on s'est donné un objectif en fait de présence féminine en effet sur le plateau, tout comme des objectifs en fait à peu près dans l'ensemble du secteur, dans l'ensemble des secteurs et des projets qui sont portés par le Shabada. Alors on est au démarrage de ça, mais je pense que si à un moment donné on n'est pas proactif sur la manière de déconstruire les choses et qu'on se donne pas des objectifs, on n'y arrivera pas. C'est pas naturel, on peut pas compter là-dessus. Ça c'est très clair et de toute façon c'est plutôt prouvé que depuis une dizaine d'années ça ne fonctionne pas. Barbara Gessler, peut-être un point de vue plus général sur cette question, puisque vous avez en effet une vision plus européenne déjà, parce que là on parle beaucoup de la France, on a un peu parlé du Portugal, mais voilà, de quoi on parle quand on parle d'égalité ou d'inégalité professionnelle dans le domaine culturel? Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai aussi quelques points que j'ai écrits, parce que c'est quand même pas ma langue maternelle, et je voudrais surtout pas oublier quelque chose d'important. Mais juste une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit, qu'on a tendance d'aller plutôt vers les hommes en demandant il est où le directeur. Ça arrive même à la présidente de la Commission européenne, qu'on passe à côté d'elle et qu'on va direct chez l'homme à côté. Donc c'est pas uniquement malheureusement dans ce secteur, même les femmes les plus puissantes au monde, disons-le comme ça, partagent ce sort malheureusement. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que l'égalité entre les hommes et les femmes est l'une des priorités de la politique culturelle dans le cadre de l'actuel programme de travail de l'Union européenne qui dure entre 2019 et 2022. En faveur de la culture qui s'appelle Work Plan for Culture. Et il s'agit également d'une question transversale du programme Europe Créative dont je suis responsable pour le domaine culture uniquement et surtout pour la nouvelle période dans laquelle nous nous trouvons actuellement de 2021 à 2027. Je voudrais brièvement présenter quelques étapes que nous avons traversées dans notre travail au niveau européen. Sur le plan politique, d'abord, la première étape, c'était, comme vous l'aviez dit aussi, c'était une étude. D'ailleurs, on ne fait quasiment rien en Europe sans une étude pour vraiment creuser le problème. Et là, c'était surtout pour voir les écarts entre les hommes et les femmes dans le secteur de la culture et de la création. Cette étude a été publiée à l'été 2019 et elle a très très bien démontré que l'inégalité entre les sexes est omniprésente dans les différents sous-secteurs des secteurs de la culture et de la création. Et cette situation s'explique, comme vous l'aviez toutes et tous dit, en particulier par les stéréotypes omniprésents et les conditions de travail spécifiques telles que le travail informel, la nécessité d'une autopromotion, les déplacements fréquents qui sont souvent encore aujourd'hui plus difficiles pour les femmes et en particulier si elles ont des obligations familiales. Je fais une petite parenthèse, on peut oser espérer que ça change avec la nouvelle génération, je ferme la parenthèse. Deuxièmement, la Commission a soutenu un
un groupe composé d'experts provenant de 22 États membres. Et il y en a quelques représentantes ici aussi présentes dans la salle. Ce groupe a finalisé son rapport en juin 2021. Il est intitulé « Vers l'égalité entre les femmes et les hommes dans les secteurs de la culture et de la création ». Et je vous encourage donc vivement de lire ce rapport parce que justement, ça dresse un peu le tableau sur toute l'Union européenne, donc au-delà de chaque État membre. Et entre autres, il y a une formulation de recommandations à l'intention des décideurs politiques et des secteurs de la culture en ce qui concerne l'accès inégal aux postes de direction, aux ressources et au marché de l'art, la ségrégation du marché du travail, l'écart de rémunération et bien entendu, comme on disait, les stéréotypes sexistes et aussi les violences sexuelles. J'entends qu'en France, c'est aussi une grande thématique actuellement. Le résumé du rapport qui a été fait en anglais, mais le résumé a été traduit dans toutes les langues, donc est accessible aussi partout, dans toutes les langues officielles. Le rapport présente aussi à peu près 250 bonnes pratiques dans tous les États membres de l'Union européenne. C'est ce que nous faisons de mieux quand même en Europe, c'est nous échanger et c'est comparer et de collectionner aussi les bonnes pratiques. Et ce rapport fait justement donc cette comparaison. Certaines de ces bonnes pratiques sont transsectorielles et d'autres se concentrent plus sur des secteurs spécifiques comme la musique, la littérature, les arts visuels, etc. Et plus important encore, elles vont des initiatives locales à des initiatives ascendantes. Et en tant que telles, ces recommandations peuvent, à notre avis, être des sources d'inspiration pour toutes les parties concernées. Et troisièmement, dans cette politique en faveur de l'égalité des genres, on a ce qu'on appelle un dialogue structuré avec la société civile qui s'appelle Voices of Culture, qui a aussi consacré une session spécifiquement à cette thématique en 2019. Et ça, c'est important aussi parce que pour nous, les décideurs politiques et l'administration doivent entendre les points de vue et l'expérience des secteurs. Les conclusions de ce rapport de réflexion ont été donc présentées et discuter à la fois avec la Commission, donc avec nous, mais aussi avec les experts des États membres. Et les recommandations ont aussi inspiré un autre bon nombre de recommandations formulées dans le rapport d'experts des États membres. C'est-à-dire il y a un écho entre ces différents niveaux de réflexion. Et enfin, il y a les conclusions de la présidence sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de la culture qui ont été adoptées en décembre 2020 et on comprend que la présidence française a l'intention aussi de faire le point sur la mise en œuvre de ces recommandations qui ont été adressées aux États membres et à la Commission. Ça, c'est notre manière politique de travailler. La présidence invite les États membres et la Commission à faire certaines démarches. Et pour l'avenir, nous espérons donc que les États membres continueront à soutenir la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et idéalement, ce thème resterait au centre des travaux politiques de l'Union européenne dans le cadre du prochain plan de travail que nous sommes en train d'élaborer actuellement. Mais je pense qu'on va aussi essayer d'élargir ce point, comme vous l'avez aussi discuté, parce que ce n'est pas uniquement ça, ça touche à beaucoup d'autres priorités de la Commission, d'autres priorités politiques, de la durabilité, de la numérisation, du changement climatique, etc. Donc c'est juste, à mon avis, aussi un point qu'il faut incorporer dans un cadre un peu plus grand. Et donc, en ce qui me concerne, dans le programme Europe créative, le programme précédent n'avait pas encore prévu un principe horizontal de promouvoir l'égalité dans le secteur.
mais on s'est quand même rendu compte qu'il y a énormément de projets déjà qui ont abordé cette thématique et surtout aussi beaucoup qui ont été pionniers dans le domaine de la musique. Vous les connaissez probablement, un projet comme Key Change, vous devez connaître, ou MEVEM ou WEM Arts, qui ont soutenu à peu près 1100 femmes et artistes non binaires par la formation, la mise en réseau, des conférences, des ateliers, des résidences d'artistes. C'est-à-dire on a vu vraiment à quel point cette thématique était en train de monter déjà dans l'ancien programme et nous avons aussi une brochure là-dessus qui est aussi en ligne et que je vous invite aussi à regarder. Maintenant, dans le nouveau programme, la nouvelle base légale de 21 à 27, cette nécessité de promouvoir l'égalité est beaucoup plus clairement décrite. C'est-à-dire, même si les objectifs du programme restent inchangés, c'est-à-dire la promotion et la sauvegarde de la diversité de la diversité culturelle et l'amélioration de la compétitivité de secteur. Donc ces objectifs restent les mêmes, mais on a explicitement aussi inclus un objectif qui favorise que les projets doivent favoriser l'inclusion, l'égalité, la diversité et la participation des femmes aussi dans les projets. C'est-à-dire, quand nous évaluons les projets qui, dans les appels à proposition, nous veillons à ce que les projets paient quand même une attention particulière à ces aspects-là, l'inclusion, la diversité, la représentativité et la question que nous nous sommes beaucoup posée est celle justement de la liberté artistique. Et vous l'avez tout dit, et je pense qu'on va y toucher après, parce que c'est quand même parfois un dilemme, ou est-ce que ça l'est peut-être pas? Je ne sais pas. Mais oui, c'est une vraie question pour le public, oui. Pour les institutions. En effet, on va en parler, on va finir rapidement le tour de table, parce que le temps commence à passer, à filer. Irena Karpa, je sais qu'aujourd'hui la situation, la guerre en Ukraine bouleverse un peu ce questionnement parce que c'est plus la priorité. Mais est-ce que peut-être vous pourriez nous apporter un regard sur cette question de l'égalité professionnelle dans le secteur culturel? Et comme vous connaissez aussi bien la France, est-ce qu'il y a des différences entre l'Ukraine et la France que vous avez observées? Oui, oui, il y a, et en fait, on a beaucoup plus de points en commun qu'on en pense. Déjà, moi, j'ai la même chose. Ah bon, je te croyais beaucoup plus grand, donc quand on me voit pour la première fois. Après, je voudrais vraiment conseiller un très bon bouquin. C'est l'écrivaine, l'auteure est américaine, Fran Hauser. Elle a écrit le bouquin qui s'appelle Mythe d'une gentille fille, comment construire une carrière sans être tournée en un monstre. Et elle également, elle décrit une même scène, qui a un client qui est très important, qui approche à elle, qui est jeune, et elle dit bonjour jeune-fille, vous pouvez me faire un café s'il vous plaît. Donc elle a deux types de réactions. Soit elle dit mais pour qui tu te prends, mais elle va perdre le client. Soit elle va faire le café et ça veut dire qu'elle va subir. Mais elle a choisi le troisième variant. Elle a dit bonjour, je m'appelle Fran, je suis PDG. Donc là c'est comme ça que ça marche. Mais après oui, bien sûr, dans le temps normaux, on a beaucoup de sexisme. Moi qui travaillais à l'ambassade aussi, et ça c'est aussi j'essaye de faire les blagues, j'essaie d'être optimiste de plateau comme d'habitude. Là, c'est peu importe combien de livres sérieux je vais écrire, mon plus grand best-seller s'appelle Comment te marier autant de fois que tu veux. Donc ça, c'était la blague. En fait, le livre est assez féministe, donc ça parle beaucoup de liberté, mais ça a marché parce que les gens ont acheté. En gros, mon troisième mariage, j'avais 2 enfants et j'avais 37 ans. Et donc, mon supérieur de moment, l'ambassadeur, il disait, c'est vrai, quelqu'un va épouser une vieille avec 2 enfants. Donc là, ça arrive malheureusement en tous les niveaux. On n'en pense pas. Mais ça existe. Je ne sais pas si c'est ouvertement ou si c'est plus caché en France. Mais voilà, j'ai aussi mes copines françaises qui disent c'est le mythe, par exemple, que les Françaises ne se laissent pas payer dans le restaurant par les garçons. Parce que, carrément, il y a la différence de paiement. Et c'est ça, en fait, ça compense. Voilà, donc qu'ils payent. Donc, elles disent ça. Mais bon, revenons à nos moutons. En Ukraine, pour le moment, bien sûr que toute la communauté culturelle est très unie. En ce moment, on ne peut pas dire
que c'est partagé par les principes de genre. Normalement, 85% de gens qui travaillent dans la culture sont les femmes. Mais malgré ça, les ministres sont toujours les hommes en Ukraine. Et carrément, également, les hommes, ils gagnent plus. Et par exemple, si vous prenez le peintre qui est homme, ses peintures vont être vendues beaucoup plus cher que les peintures des femmes partout dans le monde entier. Si je ne me trompe pas, le tableau le plus cher qui était vendu, qui était fait par une femme, c'était un tableau de Frida Kahlo et c'était à peine 10 millions, tandis que les œuvres d'hommes sont vendues pour centaines de millions. Et donc, en Ukraine, c'est pareil, les directeurs de théâtre et des musées, la plupart, ce sont les hommes, à part Kiev, en fait, à part le capitale. Ça, c'est très intéressant parce que le centre d'art contemporain qui s'appelle Arsenal, le cinéma d'État, le musée des Beaux-Arts et la maison ukrainienne, c'était dirigé par les femmes. Mais ministère de la Culture, c'est un homme, et donc le UKF, qui est une fondation qui partage l'argent, en fait, c'est dirigé par un homme pour le moment. Voilà. Et donc, après... En France, c'est l'inverse. On a une ministre de la Culture, mais on a beaucoup d'institutions encore dirigées par des hommes. Bon, j'ai entendu en effet que cette histoire de... comment sur scène et comment dans les récits, dans les représentations artistiques, on peut en effet promouvoir l'égalité entre les hommes, les femmes et les hommes, et l'égalité et une ouverture en tout cas de tous les genres. Est-ce que ce n'est pas briser ou brimer en tout cas une forme de liberté, parce qu'on a toujours tendance à mettre la liberté créatrice et la liberté artistique au-dessus, et qu'il ne faudrait pas que ce soit en effet des décisions qui soient faites, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, voilà, ça c'est je pense un vrai questionnement. Et j'ai noté une phrase de la philosophe féministe Geneviève Fraisse qui dit l'émancipation n'est pas un ailleurs, un lieu d'utopie à identifier. Elle se fait plutôt dans un affrontement avec les repères conceptuels et imaginaires de l'histoire commune, car il s'agit de dérégler la machinerie, de la dérégler pour rendre d'autres histoires possibles. Moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, on a tendance à imaginer que ça peut en effet être une forme que ça peut être négatif d'aller dans ce sens-là, mais on oublie qu'au final, de donner la voix à d'autres personnes, c'est une ouverture. Donc, j'aimerais vous faire peut-être réagir. Alors, soit Pedro, soit Mélanie, j'imagine que c'est quelque chose qui vous parle et qui vous a déjà... vous avez dû être confronté à ça. Sim, muitas vezes. Acho que é importante fazer... Ah oui, pardon. J'attends un peu. Acho que é importante fazer uma distinção. Oui, effectivement, je pense qu'il est important de distinguer de façon claire cette idée de justice, d'accès aux moyens de production qui doit être souhaité et doit être extrêmement clair dans le sens de savoir où nous allons budgéter et comment, parce que nous parlons toujours d'argent, hein, et je pense qu'il faut être très clair là-dessus et savoir que cet accès est fait aussi au travers d'un investissement direct dans une œuvre, une personne. Mais en tout cas, cet investissement doit être fait de façon diversifiée et claire. Et puis autre chose qui est plus problématique et peut-être plus difficile à comprendre, c'est quelles sont les implications de cette décision dans la définition de l'œuvre d'art, ou comment est-ce que l'œuvre d'art peut échapper aux influences. Comment est-ce qu'elle peut être plus démocratique? Comment est-ce qu'elle peut survivre à l'injustice sociale? Je pense que c'est la question que nous devons nous poser. Pour ma part, j'ai déjà pu discuter de cette question avec quelques collègues. L'idée de quotas ne peut pas s'imposer au casting. L'idée de la représentativité doit se trouver entre les mains de l'auteur, de celui qui va prendre les décisions, de celui qui compose l'œuvre d'art. Si déjà cette personne n'est pas noire, si c'est une femme, ou si c'est un auteur, une auteure trans, ou s'il s'agit de quelqu'un qui a une incapacité, qui a un handicap, je pense que cette conscience peut déjà exister. Elle n'a pas besoin d'être avalisée. Mais après, ce que la personne doit faire de son travail,
je pense que cette liberté doit demeurer. Par exemple, Chiara Versani, une artiste italienne, est handicapée et elle a été coproduite par le théâtre que je dirigeais. Chiara a certaines pièces, par exemple, où elle interprète son propre travail et son handicap est extrêmement visible. De fait, ce travail peut être très intéressant pour certaines institutions culturelles, et là j'utilise ce mot pour, disons, transcrire un peu toute la complexité. Ça peut être intéressant pour d'autres institutions. Et Chiara a d'autres pièces, par contre là elle n'est pas forcément, elle n'interprète pas ses propres pièces. Donc nous nous retrouvons avec des pièces sans handicap, et là les institutions culturelles ne sont pas très intéressées dans la coproduction de ces pièces-là. Donc là, très clairement, je pense qu'il y a une contradiction qui est révélatrice de comment nous dirigeons nos institutions. Car nous voulons à la fois faire cet effort d'inclusion, mais nous voulons également que la question minoritaire soit visible. Et là, nous nous confrontons à un problème car nous voulons que Chiara Versani ne soit représentée que lorsque son handicap est visible, alors qu'il s'agit d'une créatrice qui n'a pas besoin d'agence, elle a déjà sa propre voix, elle a déjà voix au chapitre d'ailleurs. Nous n'avons pas besoin de lui ouvrir les portes pour ses œuvres, car ses œuvres ont déjà une pertinence, une raison d'être en soi. Mais par contre, nous ne pouvons pas fermer les portes de nos institutions à cette réalité-là. Donc il faut trouver un équilibre entre cette décision de bloquer, réserver un espace, des fonds pour d'autres réalités qui ne sont pas eurocentriques, hétéronormées, cisgenres, mais en même temps, nous ne pouvons pas conditionner la création uniquement de façon à ce qu'elle vienne donner voix ou révéler ces thématiques. Et je pense que c'est une distinction qui est essentielle pour les institutions culturelles. Alors, je pense que c'est en effet un sujet vraiment essentiel, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé encore à ce stade-là, à se poser ces questions? Est-ce qu'avant, on ne doit pas déjà donner la voix en fait à d'autres créateurs, créatrices, même y compris en effet pas visibles sur scène? Est-ce que ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres étapes encore avant d'arriver à ces questionnements-là, qui sont très légitimes et essentiels? Je ne sais pas. Eu deixo a resposta para aqui, mas só acho que o que está logo imediatamente non certo ou errado. Je pense que ce qui est faux, c'est cette idée même de donner voix, de donner la place, car on dirait qu'on part d'un point de vue qui est hiérarchique, qui part d'un pouvoir qui est le nôtre. Or, cette représentativité est déjà présente au sein de la société. Nous devons en être le miroir. Cette idée de l'accès de la femme au lieu de pouvoir devrait être une non-question, mais nous n'en sommes pas là. Mélanie, peut-être pour réagir. Je ne sais pas si l'endroit en fait où on doit poser la question, c'est sur la liberté artistique, parce que pour moi en fait la liberté existe et qu'il faut la préserver. Par contre, la question de la diversité, ce que tu disais, c'est-à-dire que notre rôle en fait en tant que lieu de culture, surtout en plus conventionné, c'est quand même du coup de faire bouger des lignes, de permettre en fait une transformation et d'être le reflet en fait d'une société, mais de la faire aussi bouger. Donc la place qu'il y a sur le plateau pour moi est essentielle. Enfin, ce qu'on met en fait sur le plateau et ce qu'on aide en fait doit être volontariste. Est-ce que c'est une logique de quota? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle doit être volontariste. Ce qu'on sait aussi par ailleurs, c'est que l'aide à la création, et moi je prends à un niveau égal, parce que l'objectif n'est pas de... mais à un niveau égal, de développement et de qualité artistique, les aides accordées aux femmes sont plus faibles que les aides accordées aux hommes. Ce qui fait que du coup, quand on n'a pas les moyens de production d'un spectacle, évidemment la qualité du spectacle en fait, et la possibilité de le faire tourner va être un peu plus compliquée. Et je pense que c'est vraiment là où il faut aussi travailler. C'est-à-dire comment du coup, à un moment donné, sachant qu'on est sur des logiques de réseau, il ne faut pas oublier que nos secteurs sont quand même
voilà, c'est des réseaux, c'est des interconnexions que l'on a les uns et les unes avec les autres, et que ces choses-là, en l'occurrence, existent et sont déjà posées, qu'il s'agit en fait de les déplacer. D'où l'importance à un moment donné, d'ailleurs, qu'il y ait de plus en plus de professionnels femmes, pour le coup, dans nos secteurs, pour justement déplacer ça. Mais quand on n'en est pas là, il faut bien quand même qu'à un moment donné, on ouvre un petit peu le champ des possibles, en ayant une attention un peu plus évidente à ces projets qui ne sont pas visibles jusqu'à présent, du moins. Et ça ne veut pas dire les marquer pour autant. Moi, je suis pas pour vouloir faire en fait un truc au fer rouge en disant spécial. Oui, surfer, faire de la communication vraiment sur. Non, voilà. D'ailleurs, ce serait même des. Moi, quand je suis arrivée en fait en direction, quand on m'a dit en fait bon bah voilà, du coup, tu es quasiment la caution en fait. Ça fait un peu. Ça fait plaisir à personne, ni pour les artistes, ni pour les artistes non plus. Ouais. Donc, en fait, ce qui est important, c'est soutenir en fait l'artiste et le projet artistique. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'était des projets qui sont moins visibles. Donc, à un moment donné, c'est comment, du coup, on a plus d'attention à ces projets-là pour leur permettre de mieux sortir. Et s'ils sortent mieux, du coup, ils vont être plus présents dans les plateaux et il y aura de plus en plus en fait d'attention portée à ça. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est comment on fait du repérage d'une certaine façon et comment on fait attention à un moment donné à venir en soutien aux groupes et aux projets portés par des femmes. Alors, Hélène Périvier, et puis après, Irina Karpa. Je veux bien réagir parce que ce qu'on entend là, c'est qu'il y a souvent deux types de réactions qui s'opposent à des mesures actives qui visent à mettre en avant des personnes qui sont discriminées. Les deux arguments qui sont souvent avancés, c'est la question, alors dans le secteur culturel, ça va être la question de la liberté artistique, mais plus globalement, ça va être la question de la performance ou de la compétence, on va dire. Il ne s'agit pas de renier sur l'excellence. Dans le secteur scientifique, on va dire l'excellence scientifique prime. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, qui est peut-être un peu plus compliqué, c'est de dire, et c'est un peu ce qui a été dit, c'est qu'il ne faudrait pas que ces personnes issues de groupes discriminés, on leur fasse porter sur leurs épaules le poids de représenter l'identité de ce groupe auquel elles appartiennent. Mais cela dit, je pense qu'on peut renverser un peu la question. Il me semble quand même que la sous-représentation de certains groupes dans les espaces de pouvoir culturel, sportif, on pourrait élargir largement, c'est le fruit d'une sélection discriminatoire, d'un processus discriminatoire dans nos sociétés, très ancré dans l'éducation des très jeunes enfants, dans les stéréotypes qui sont à vue dans les médias et dans la société en général, dans tout un ensemble de pratiques très ancrées dans nos sociétés qui font que nous n'avons pas tous et tous les mêmes chances d'accéder à certains lieux. Et donc ces mesures correctrices, qu'elles soient quotas ou qu'elles soient des mesures proactives, elles visent d'abord à donner la chance, et c'est exactement ce que tu disais, à donner la chance à des personnes pour lesquelles c'est plus difficile. Je pense que c'est vraiment dans ces termes qu'on doit le mettre en avant. C'est plus difficile du fait qu'elles sont discriminées. Ou pour certains aspects, c'est plus facile pour certains groupes d'accéder à certains espaces. Donc je pense qu'en le posant comme ça, on comprend un peu plus facilement la logique de mesures proactives. Et puis c'est pareil sur la question de est-ce que je représente les femmes quand je suis une femme dans un lieu de pouvoir? Pas du tout. Je représente ce que je suis. Et la raison pour laquelle on doit promouvoir la place des femmes dans des lieux de pouvoir ou dans les espaces de création, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas les mêmes chances que les hommes d'y accéder. Et on ne doit certainement pas leur demander ensuite de représenter une certaine catégorie, parce que dans ces cas-là, on reproduirait des stéréotypes essentialistes et sexistes. Donc là, je pense que sur ces... Mais on sait bien, pour vous citiez Geneviève Fraisse, mais enfin Geneviève Fraisse dit aussi l'égalité ne pousse pas comme l'herbe verte. Et donc à un moment, si on veut mettre en place un environnement qui permet de pousser l'égalité, il va falloir avoir des mesures proactives, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Dans ces mesures proactives, donc Barbara Gessler, vous nous donniez quelques pistes de réflexion. Il y en a une dont on a un tout petit peu parlé en fond, mais c'est peut-être un manque de transparence dans le domaine culturel qui existe à la fois sur les nominations, à la fois sur les concours, les recrutements, sur les cachets, les salaires, parce que les artistes sont souvent payés au cachet aussi. Et ça, c'est quand même tout un monde opaque, et sur les personnes qui sont cooptées, le réseau qui est très fort, c'est des milieux qui sont assez petits, finalement dans les musiques actuelles c'est un réseau, le monde du théâtre c'est un réseau. Est-ce que finalement c'est pas un manque de transparence qui pose des problèmes et qui pose des problèmes d'inégalité, de discrimination? Je ne sais pas si Barbara Gessler vous voulez répondre. J'aimerais bien revenir aussi à cette question des mesures proactives, parce que nous, on l'a aussi évidemment beaucoup discuté quand on a créé le programme Europe Créative. Et juste mon opinion personnelle, c'est qu'il faut passer par là encore aussi longtemps qu'il y a
pas encore égalité. Et après, j'espère qu'on arrivera à une situation où cela ne sera plus nécessaire. Et la Commission européenne a toujours été vraiment une grande actrice en faveur des femmes, et surtout en ce qui concerne l'égalité de la rémunération. C'est vraiment en Europe que, via Bruxelles, pour une fois, que nous avons vraiment poussé aussi les États membres individuels à aller de l'avant. Notamment, par exemple, moi je suis allemande, c'est très étonnant parfois à quel point il faut encore aller via Bruxelles pour pousser certaines actions en faveur des femmes. Pour la transparence, je ne sais pas. Évidemment, dans notre travail quotidien, par exemple, quand nous regardons la composition des jurys, par exemple, ce qui est un phénomène assez intéressant, je trouve, c'est que nous trouvons beaucoup plus facilement des femmes pour faire ce travail d'experts. On ne travaille pas avec des jurys, mais on fait évaluer les candidatures avec des experts. C'est pas des jurys qui vont dire oui ou non, mais c'est vraiment à travers des critères très objectifs sur papier qu'un projet va être subventionné ou pas, va être évalué. Et là, nous trouvons beaucoup plus difficilement des hommes. Et donc, ça pose un nouveau problème pour nous. Et par exemple aussi, dans le domaine, nous sommes aussi responsables de l'initiative phare de l'Union européenne qui est la capitale de la culture. Là aussi, on a du mal à trouver des hommes. Donc voilà, un appel. Mais ça aussi, ça pose un autre problème. Ça commence à se renverser parce que justement, ça crée de nouveaux problèmes. D'inégalité aussi, par exemple géographique, et tout ça peut être très, très lié. Voilà, donc dans notre domaine, on se rend compte, et je pense que c'est un phénomène européen, que nous avons beaucoup à faire avec des femmes dans notre travail de tous les jours. Mais après, quand il s'agit de prendre les décisions, c'est pas toujours les femmes. Je ne sais pas, je pense que j'ai peut-être pas répondu à votre question sur la transparence. Peut-être si vous voulez encore une fois me la poser d'une autre manière. Non, peut-être faire réagir d'autres personnes. C'est vraiment une discussion libre. Hélène, Mélanie ou Mamirena. Oui, je voulais juste revenir. Ok, le français c'est pas ma langue maternelle non plus, mais quand même je sens la différence entre mettre en avant et mettre en valeur. Donc donner la voix, oui, toi petit, vas-y parle. Et en fait, quand on met en valeur quelqu'un, ça sollicite beaucoup plus d'attention positive que, par exemple, parce que moi, je suis complètement contre la création de ghettos pour les femmes. Genre, ici, c'est la maison d'édition, on publiait que les femmes. Parce que ça va évoquer un peu de mépris, à mon avis. Ok, donc ça, c'est la littérature qui est publiée pas parce que c'est une bonne littérature, mais parce que l'auteur est une femme. Donc là, je suis contre ça. Mais par exemple, si on fait des expositions ou les événements où les femmes qui sont vivantes, qui ont besoin d'argent et de gloire, ou les femmes de l'autre fois, comme Viviane Meyers, par exemple, vous avez vu, c'était énorme cette exposition, c'était tellement humain. Donc tout le monde a découvert cette photographe qui, avec toute cette attention, la tendresse, vraiment cette efficacité, ce travail de détail, c'est très, très, très inspirant. Pour ceux qui n'appartiennent pas au monde de photographie, mais c'était très bien fait. C'était au musée de Luxembourg, c'est petit. C'était incroyable. Donc, on a vraiment besoin de plusieurs événements comme ça qui vont mettre en valeur les femmes, pas forcément connues avant, mais vraiment expliquer pourquoi elle est unique, pourquoi elle est forte, pourquoi elle contribue. Et en même temps, je prends un petit contre-exemple là-dessus, parce que c'est d'actualité, le concours La Maestra, qui en ce moment est à la Philharmonie de Paris, qui est un concours réservé aux chefs d'orchestre, que des femmes chefs d'orchestre, parce que les chiffres étaient effrayants en France, elles sont moins de 3% à diriger des orchestres. Elles n'ont pas le droit à l'erreur, contrairement aux hommes, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une femme chef d'orchestre ne dirige pas comme il faut, ou pas comme le public aime, ou un tel critique aime. Elles sont discriminées, et ce qui fait que c'était une des seules solutions pour enfin mettre en valeur des chefs d'orchestre talentueuses, pour les rendre visibles, c'était de créer un concours qui est exclusivement réservé aux femmes. Donc c'est un vrai sujet. Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais Hélène, peut-être que vous voulez réagir. Je pense qu'il y a
tout doit être possible et ouvert. Hein. Je pense qu'il ne faut pas fermer. Il y a des initiatives qui ne sont pas forcément du ghetto, qui sont juste une mise en visibilité, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, qu'il ne faut pas avoir des mesures ailleurs. Oui, ça dépend. Voilà, ça dépend. je pense qu'il faut pouvoir être assez ouvert. Effectivement, sur les femmes chefs d'orchestre, on sait par exemple l'engagement de Claire Gibault qui a énormément œuvré pour montrer et rendre visibles les femmes en tant que chefs d'orchestre. Et Hyacinthe Travé a très bien montré que les femmes chefs d'orchestre, eh bien, elles ont construit leur ensemble, tout simplement parce qu'elles n'avaient jamais pu avoir une nomination à la tête d'un orchestre. C'est vrai en sciences aussi. Hein. Souvent, il y a énormément de similitudes entre le domaine culturel et le domaine scientifique, en termes d'accès au financement, en termes de mise en visibilité. Toutes ces questions-là font que tous les outils à notre disposition qui permettent à la fois de rendre le secteur plus ouvert et aussi plus transparent, comme vous l'avez dit, sont des mesures qui peuvent permettre en tout cas d'avancer à petits pas vers plus d'égalité. Je voudrais juste revenir un peu sur, parce que je pense aussi que c'est un élément important dans tous les domaines et dans le domaine culturel avec le mouvement MeToo, ça nous l'a bien montré, c'est aussi que ces milieux-là ne sont pas forcément des milieux qui sont bienveillants pour les femmes. C'est vrai dans d'autres espaces. Et que le terme d'autocensure, moi, me pose un peu problème parce que ce terme sous-entend que des personnes issues de groupes discriminés ne prennent pas la décision d'aller vers des lieux de pouvoir ou vers des lieux de création parce qu'ils ne s'en sentiraient pas légitimes ou capables. Moi, je crois qu'il faut aussi prendre en compte qu'il y a une forme de rationalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans un lieu où on sait que, eh bien, on peut faire l'objet de violences. Les violences sexistes et sexuelles sont très importantes dans le milieu culturel. Elles le sont aussi dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est quelque chose, en tout cas en France, qui émerge dans le milieu de la recherche et de l'enseignement, en tout cas c'est sûr, même si dans le domaine culturel c'est un peu plus ancien grâce au mouvement MeToo, mais c'est des choses qu'on doit prendre en compte parce que ça ne rend pas ces lieux des lieux bienveillants dans lesquels des personnes peuvent se sentir, peuvent avoir tout simplement l'envie de s'y projeter. Et puis je finirai aussi par la question des rôles modèles, parce qu'on a beaucoup parlé de la mise en avant de femmes dans ces lieux de création et ces lieux de pouvoir. Il y a beaucoup de travaux en sciences sociales qui ont montré que à partir du moment où il y avait des femmes qui représentaient, qui avaient accès à ce type de profession, eh bien, ça encourageait les jeunes femmes à se porter aussi volontaires et à se dire que c'était aussi possible. Ça a été très bien montré en sciences et je pense que c'est exactement la même chose dans l'espace culturel. Donc, ça a aussi un effet de second rang qui est celui d'encourager et de rendre possible des vocations qui auraient pu être tuées dans l'œuf si ces femmes n'avaient pas été visibles. Peut-être, Pedro, oui. Sim, só para completar. Alors, juste pour compléter ce raisonnement, je pense que justement, il s'agit là de la question des nouveaux récits, des récits oubliés, des artistes oubliés, parce que l'histoire est écrite principalement par les hommes et par ces hommes. Quand on parle de théâtre classique, on parle toujours de Shakespeare, Molière, toujours les mêmes noms. Mais cette question des modèles, de la représentativité, peut aussi amener une idée d'investissement dans l'avenir, un avenir plus juste. Une histoire de l'art qui serait plus juste. Donc ces récits sont eux-mêmes liés à une possibilité d'être représentés et d'arrier dans une position de pouvoir grâce à la méritocratie qui est très importante. On ne devrait pas donner un rôle à quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais pour les quotas aussi, c'est un investissement dans un récit futur plus juste pour les femmes, mais aussi pour n'importe quelle minorité. Oui, c'est sûr. Et souvent, j'ai l'impression qu'on est passé quand même dans le monde culturel de quelque chose, et notamment sur les auteurs anciens ou les compositeurs, on n'a qu'une histoire, et ça revient un peu à la citation de Geneviève Fraisse qui raconte qu'on n'a qu'une histoire commune, et qu'aujourd'hui, la réhabilitation du matrimoine, notamment, en fait, dans tous les domaines artistiques, fait qu'on ne peut plus dire il n'y en a pas. Maintenant, c'est juste une question d'aller justement rechercher des œuvres créées par des femmes il y a 2 siècles, 3 siècles, voire plus. Donc ça, c'est en effet un sujet qui est aussi très important et lié à tout le reste. Peut-être qu'on va prendre les questions du public, s'il y en a.
Il y a un micro qui circule et une main qui se lève. Ça arrive. Merci. Bonsoir. Vous avez évoqué parmi les possibilités envisagées pour parvenir à l'égalité homme-femme dans le secteur de la culture, vous avez évoqué les mesures proactives. Pensez-vous qu'il faille imposer des quotas, légalement les sanctionner les structures qui ne les appliqueraient pas et ça se fait déjà dans certains secteurs, comme par exemple en politique, au moment des choix des candidats. Donc, quelle est votre opinion en tant que spécialiste ou directeur de structure? Merci. Quelqu'un pour réagir là-dessus, sachant qu'il y a déjà des malus qui sont imposés, il me semble. Mélanie? Il y a déjà des mesures, en effet, qui se mettent en place, voire certaines qui sont déjà en cours, hein, typiquement, en tout cas, pour tout ce qui est jury. Pour les recrutements, en tout cas, automatiquement, pour qu'il y ait un recrutement de direction, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, du coup, sur la dernière sélection. On est déjà sur quelque chose en fait à 50-50, sur beaucoup de jurys aussi. Et il s'avère qu'en effet, il y a un système de malus, enfin bonus plus exactement. D'ailleurs, CNM, c'est un système de bonus qui va être mis en place sur notre diffusion. C'est-à-dire que plus il y aura de diffusion, en fait, plus il y aura une représentation de femmes sur les plateaux, plus du coup il y aura une aide du CNM. Alors, c'est pas encore précis sur la manière dont ça va se mettre en place, mais en tout cas, on est là-dessus. Après, moi, j'ai tendance à me dire quand même que c'est bien qu'il y ait un minimum syndical. Le maximum est à discuter aussi potentiellement, mais je pense que le minimum syndical est une bonne chose. Dans la logique d'une logique proactive, en partant du principe que c'est pas des mesures qu'on va tenir dans la durée. Enfin, du moins, j'espère qu'à un moment donné, la chose deviendra tellement naturelle qu'on n'aura pas besoin en fait d'en arriver là. Mais je pense que c'est important à un moment donné de poser quelque chose en termes d'objectifs pour un réseau ou pour une filière en l'occurrence qui soit claire pour qu'on aille véritablement de l'avant et qu'on fasse évoluer les choses, quoi. Et après, ça s'explique. Il y a de la pédagogie à faire aussi autour de ça. Et il me semble qu'en France, en tout cas, la politique était quand même d'amener surtout à une forme de progression. C'est-à-dire que ce qui était analysé et ce qui était regardé, c'était d'une programmation sur l'autre, où en est la part des femmes. Est-ce qu'on est vers quelque chose de progressif? Et comment accompagner aussi cet élan-là? Pas passer du jour au lendemain à 50%, parce que ça n'aurait pas de sens. Et puis ça n'aurait vraiment pas de sens du tout. Enfin, là, à un moment donné, les proportions, il faut les indiquer par rapport à la réalité de l'offre aussi, quoi. Barbara Gessler, vous voulez réagir? Oui, juste pour complémenter, c'est que nous, on a décidé contre une sorte de... certainement pas de malus. Comme j'ai dit au début, par exemple, les projets qui soumettent dans le cadre d'Europe créative doivent au moins nous expliquer comment ils développent leurs projets en tenant compte de cet aspect. Mais pour la première fois, on aura aussi des indicateurs via lesquels on pourra voir le progrès. Et ça, c'était quelque chose qui était c'était quand même difficile à introduire. Parce qu'un indicateur va prendre en compte une certaine chose et va peut-être avoir des conséquences sur une autre chose qu'on ne veut peut-être pas. Donc, je suis très très heureuse qu'avec cette génération de programmes, on aura la possibilité de mesurer pour la première fois comment on fait dans le cadre d'Europe créative en ce qui concerne la participation des femmes. Et on n'a pas réussi quand même à introduire ces indicateurs pour toutes les actions, parce que ça ne fait pas de sens pour toutes les actions. Mais là où on peut vraiment calculer et là où vraiment on peut essayer de voir un progrès, les co-législateurs nous ont demandé, nous ont poussé, et j'en suis très très contente de vérifier. Et ça va nous permettre aussi
de dire à un certain moment, si on voit que les indicateurs sont nuls, de faire demi-tour et de voir peut-être d'autres possibilités d'agir. Et il y a plusieurs manières de penser en fait le système de quotas. Je ne sais pas si c'est la logique de quotas, mais c'est la question de l'objectif en fait qui est intéressant à retenir. C'est que l'objectif, c'est qu'il y ait une progression au final, comme vous me disiez, c'est-à-dire que chaque structure va partir en fait d'un endroit différent. On sait aussi à peu près maintenant ce qu'est la réalité du secteur en fait quand on parle d'artistes, si on prend cette question-là en tout cas, d'artistes femmes et d'artistes hommes et des propositions qui apparaissent. Donc il faut que les choses soient posées par rapport à là où est la structure et la réalité en fait du secteur. Donc ça peut être des choses à vrai dire qui se posent aussi tout simplement à l'écriture du projet. C'est-à-dire que nous sommes en fait nous écrivons un projet qui est labellisé, si je prends le cas d'ESMAC en l'occurrence, qui est labellisé par l'État. Ce critère-là, d'ailleurs, en fait, sur la promotion de l'égalité femmes-hommes, est un des aspects sur lesquels nous nous attendons au niveau de l'État. C'est quelque chose qui doit pouvoir se discuter, en fait, d'une certaine façon avec les partenaires, du coup, pour se dire, voilà, on en est là. L'objectif, c'est d'avancer sur telle ou telle ligne, et on se pose tel ou tel objectif. On n'est pas sur une logique de quota, mais on est sur quelque chose dans une logique d'accompagnement, en tout cas, des structures, pour prendre en considération ces thématiques-là ou ces problématiques-la dans le projet artistique et culturel qui a été déposé et qui va être développé par le projet. Je pense que c'est déjà incitatif en fait en soi, du coup, la question. Enfin, moi, je suis pas exactement contre la logique de quota, mais je pense qu'elle ne peut pas se ramener en fait comme telle. Il faut que ça soit compris du pourquoi en fait c'est intéressant de travailler en fait sur d'avancer, de faire changer des choses. Par contre, je pense qu'il y a une logique incitative qui est forte et qui est nécessaire. Sinon, je pense que certaines personnes traîneront un peu des pieds. Voilà. Donc, c'est le juste équilibre entre les deux finalement qui est à regarder. Et je pense que potentiellement, oui, poser des objectifs en fait avec chaque structure dans le cadre d'un label, oui, n'est pas quelque chose d'aberrant à mon sens. Qui plus est parce qu'on est quand même financé et on a de l'argent public pour avancer en fait sur des questions de société, que ça soit celle-là, que ça soit le développement durable, que ça soit, il faut qu'on soit exemplaire en fait en la matière, quoi. Si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose, encore un parallèle avec la recherche. Je sais que demain, il y a une table ronde spéciale sur les carrières dans la recherche, mais l'Europe agit beaucoup en matière de financement de la recherche. Par exemple, aujourd'hui, quand on a un projet de recherche, l'Europe ne conditionne à ce qu'il y ait à la fois dans les institutions, les universités qui proposent ces projets, qu'il y ait des plans d'égalité mis en place, donc que ces institutions en leur sein s'interrogent sur la place des femmes et l'égalité professionnelle en leur sein, et que dans les projets de recherche, lorsque c'est pertinent, la dimension genre apparaisse. Donc l'Europe est déjà très proactive parce qu'elle conditionne le financement de la recherche à ces deux dimensions. Donc, je ne sais pas comment c'est dans le secteur culturel, mais c'est une autre façon d'être proactif. Et puis, peut-être pour terminer, il faut plutôt interroger les projets artistiques ou de recherche dans lesquels cette dimension est totalement absente. Ça fait un peu écho à ce qui a été dit. C'est-à-dire, quand c'est totalement absent, il y a quand même quelque chose de bizarre, parce que ça ne représente pas la société. Oui, une autre question. Le micro arrive. Donc, merci pour cette belle présentation et pour toutes les questions que vous avez traitées. Moi, je rebondis juste sur l'exemple que vous avez donné, donc sur les concours, par exemple, consacrés uniquement aux femmes. En fait, je me pose la question, comment ce genre de dispositif va être pris et perçu par la société, donc en termes de reconnaissance de talent. Par exemple, on voit l'exemple du domaine, dans le domaine sportif ou dans le domaine de la recherche. Donc on est encore dans cette optique qui est plutôt difficile ou même agressive envers les femmes. Et puis on crée en quelque sorte une certaine hiérarchisation, encore une fois, entre les hommes et les femmes. Donc les hommes font des vraies réalisations et les femmes font moins bien. Donc comment on peut agir face à cette hiérarchisation? Merci. Quelqu'un veut réagir, Mélanie? Ce qui est dommage, c'est de voir en fait en arriver à se dire qu'automatiquement, parce que du coup les projets sont portés par des femmes, ça va être moins bien. Je dis, on est peut-être dans cette optique, peut-être que la société, peut-être que ça va être perçu de cette manière. À aucun moment, je vais dire que c'est moins bien.
C'est toujours la même question, c'est que, enfin, de mon point de vue, en l'occurrence, on a plusieurs problématiques à la fois de visibilité et d'accompagnement et d'accélérateur en fait de carrière. Donc, à un moment donné, il faut peut-être parfois aussi passer par des dispositifs spécifiques, ce qui ne veut pas dire en fait qu'ils sont uniques. C'est toujours pareil. En fait, en l'occurrence, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Les entrées sont multiples et qu'il faut travailler sur la multiplicité des dispositifs et des possibilités d'agir. C'est pas celui-là ou un autre, c'est celui-là et un autre. Par contre, sachant qu'il y a des spécificités, en l'occurrence, moi je sais qu'on est en train de travailler sur des choses de cet ordre-là, sachant qu'il y a des spécificités de problématiques liées pour ces femmes, et ben on adapte en fait des dispositifs en fait liés à ces problématiques-là. C'est toujours pareil, c'est la question en fait de prendre en considération la diversité et d'adapter au mieux les dispositifs et les propositions au regard en fait des réalités et des problématiques rencontrées par les personnes pour justement recréer de l'égalité. Et je pense qu'il faut plutôt le prendre comme tel. Je suis d'accord pour la spécificité. Je voulais juste citer un bon exemple ukrainien. On a établi le prix qui s'appelle Women in Arts, He for She. Donc en gros, c'est pour célébrer l'impact des femmes dans la culture. Donc c'était l'homologue d'Institut français, Institut ukrainien, qui a établi ça. Donc ça s'est très très bien marché. Voilà. Et pour rebondir sur l'exemple qui est donné sur la maestra, le concours de chef d'orchestre, c'est une visibilité parce qu'on est un tel écart en termes de représentation des femmes sur les podiums. Et il y a un impact concret. En fait, il faut dire aussi que c'est efficace parce que, par exemple, les victoires de la musique classique, qui d'ailleurs ont lieu ce soir, il y a une nouvelle catégorie qui a été donnée cette année, c'est les chefs d'orchestre. Et il y a 2 femmes qui sont représentées. Et je pense que sans un concours comme la Maestra, ça n'aurait jamais eu lieu. Et depuis en effet peu de temps, il y a eu 2 femmes nommées dans des orchestres en France, orchestres nationaux et tout. Donc, il y a quand même il y a sûrement des personnes qui vont se dire que c'est pas juste, même y compris des chefs d'orchestre avec qui j'ai pu même échanger, qui m'ont dit je ne suis pas d'accord avec ça. Mais malheureusement, on est tellement loin de quelque chose de visible quand on parle des femmes chefs d'orchestre que parfois, oui, il faut passer par ce genre d'initiative. Et on peut penser que c'est malheureux, mais quand ça marche et que c'est efficace et que le grand public découvre que oui, des femmes peuvent diriger des orchestres et peuvent brillamment les diriger, je pense qu'il ne faut pas réchigner sur ce genre de moyens et d'initiatives. Bon, c'est mon avis. Partant en fait du principe qu'on est sur des niveaux de projet équivalents. Et ça, je dis tiens, c'est qu'à un moment donné, en fait, l'importance, en fait, c'est de bien reconnaître la compétence et la qualité du projet, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, de la même manière. Étant passant, du coup, c'est pareil, on pourrait beaucoup se poser de questions, parfois sur des projets soutenus. Bon. Bref. Posso? Oui. Queria também acrescentar que estamos a falar de instituições culturais que nous parlons d'institutions culturelles et artistiques et qu'il y a aussi l'idée du risque qui est sous-jacente, car l'art, c'est aussi parier sur un exercice de voyance en quelque sorte. Et faire de la voyance, de la futurologie, c'est aussi investir dans des domaines que nous ne connaissons pas et investir dans des idées qui nous feront parvenir à des scénarios que nous ne connaissons pas encore, mais que nous voulons égalitaires. C'est dans le cadre des instituts culturels qu'il faut que cela arrive. C'est à nous d'assumer ce risque. Et il y a des exemples d'autres institutions, d'autres entreprises qui peut-être n'auront pas cette possibilité. Mais ici, nous parlons de culture, nous parlons d'art. Et je pense que c'est l'espace approprié pour assumer ces risques, même si ces scénarios futurs ne sont pas justes et qu'il faudra revenir en arrière et revoir les mécanismes que nous avons mis en place et que nous avons pensés pour atteindre ces objectifs. Mais cet espace de liberté est là, un espace de liberté poétique, artistique, et nous devons l'utiliser pour le faire valoir dans ces circonstances liées à la question de l'égalité et de la représentativité. Et il est 18h03, le mot de la fin par un homme. Je ne sais pas si c'est subversif. Non, ce sera moi, pardon. Merci beaucoup en tout cas à toutes et tous d'avoir participé à cet échange et merci aussi d'avoir été présents en ligne ou ici sur place. Bon après-midi. Merci Aliette, merci à toutes et tous. Je vous invite à rester dans la salle puisque tout de suite va être diffusé le film Les Trois Portugaises de Delphine Seyrig, tourné en 1974 et issu de la collection du Centre audiovisuel de Simone de Beauvoir. On se retrouve pour
les tables rondes demain matin, 9h pour le café, 9h30 pour la reprise des débats. Merci à toutes et tous.